Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gask Insights. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Alexis Todoskov. Alexis, bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Parfaitement, un peu chaud, mais comme tout le monde. Exactement, c'est la saison aussi. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui pour intervenir sur un sujet ô combien important et que nous n'avons encore jamais abordé, à savoir les formations universitaires en qualité et en test logiciel. Avant de démarrer, est-ce que tu pourrais faire une rapide présentation tout simplement de qui tu es, ce que tu fais, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Très bien, écoutez, je vais me présenter. Donc, je m'appelle donc Alexis Todoskov. J'ai plusieurs casquettes à différents niveaux. On va commencer par mon école d'ingénieur qui s'appelle Polytech Angers, qui s'appelait Listia avant, où je suis en charge, on dit directeur adjoint, en charge des relations entreprises. Et j'ai également la responsabilité de plusieurs formations, notamment en qualité et test logiciel, depuis longtemps, puisque la première que nous avons mis en place est née en 1999, complètement dédiée à ce métier. Et enfin, j'ai également des activités au sein du CFTL, Comité français des tests logiciels, en tant que responsable ou co-responsable du groupe de travail ingénierie des exigences, et également d'une activité qu'on appelle relations extérieures, qui concerne justement les formations universitaires francophones sur lesquelles on peut essayer de s'appuyer pour faire avancer le métier. Très bien, merci pour cette présentation. Alors, tu nous disais justement que tu as commencé dès 99 à avoir lancé une formation dans la qualité et le test logiciel. Alors, pourquoi avoir fait ça d'ailleurs en 99? Alors, c'est une bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est que nous avions une formation très spécialisée en qualité, au sens plutôt qualité industrielle. Et les entreprises ont commencé dès 1997-98 à venir nous voir en nous disant on a un petit souci, puisque la qualité matérielle, mécanique, électronique, on la maîtrise correctement. Aujourd'hui, les systèmes sur lesquels on travaille sont en train d'être intégrés, enfin l'informatique est intégrée de plus en plus dans ces systèmes, qui d'ailleurs le pilote, ces systèmes, et là on a des soucis. On ne sait pas gérer la qualité du logiciel, et donc on a monté avec eux la formation, c'est-à-dire que les formations qu'on met en place, notamment à Polytech Angers, sont des formations professionnalisantes, métiers. On a monté avec eux la formation pour définir, entre guillemets, les compétences que devait avoir l'ingénieur de demain sur ces aspects qualité logicielle. D'accord, très bien. Mais alors, oui, parce que c'est vrai que c'était, on va dire, le début de l'arrivée de ces logiciels dans toute l'activité économique et industrielle. Et comment vous avez, comment ce besoin identifié en 99 a évolué jusqu'à aujourd'hui? Alors, je suppose que ça s'est quand même beaucoup métamorphosé. Alors oui, il y a beaucoup d'évolutions qui sont apparues avec l'agilité ces dernières années, par exemple, si je prends cet exemple-là. Mais par contre, ce qu'on a ressenti, c'est une croissance exponentielle de besoins par les entreprises de ce métier-là, puisque dès le début, nos ingénieurs, Bac plus 5, parce que c'était Master 2 à l'époque, qui sont sortis de cette formation, ont eu aucun problème pour trouver un emploi, des stages et un emploi. Aujourd'hui, c'est énorme, quoi. Ils ont énormément de possibilités et d'offres, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Donc vraiment, la croissance et le besoin de ce type de métier n'a fait que s'amplifier ces dernières années. D'accord. Et existe-t-il alors aujourd'hui des formations diplômantes en France sur la qualité et le test logiciel? Alors, je vais vous répondre en deux mots avant de préciser celles que je connais, évidemment. Je vais vous répondre très peu et je vais même vous dire trop peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un vrai manque. Au sein du CFTL, on essaie de dynamiser ces aspects-là. Et donc, aujourd'hui, on a un vrai souci, justement, par rapport à ça. Alors, il en existe quelques-unes quand même, qui sont connues ou reconnues d'ailleurs. Je commençais par l'Université de Besançon, qu'on connaît un petit peu par l'intermédiaire de différentes personnalités, notamment du CFTL, et par l'émergence d'un laboratoire de recherche qui a mis en place d'ailleurs en recherche appliquée l'entreprise de Smart Testing, par exemple. Donc là, on va retrouver une licence professionnelle qu'on appelle conception et développement et test de logiciels. Et ils ont mis également en place un Master 1 et un Master 2, mais cette fois-ci à distance, qu'on appelle développement et validation logicielle. Donc là, on reste quand même sur des formations à forte dynamique développement, mais avec une ouverture très forte sur la validation logicielle, sur le test logiciel au sens large du terme. Une deuxième université également s'est intéressée au métier, elle s'appelle l'Université de Laval. Et eux, ils ont une licence professionnelle également,
en test et qualité logicielle. Donc, ils vont former des techniciens du test logiciel, principalement. Et enfin, comme je vous le disais en introduction, Polytech Angers, qui s'appelait avant l'ISTIA, a mis en place en fait plusieurs formations. Alors, des formations ingénieurs et master 2, qu'on appelle qualité, innovation, fiabilité, mais peu importe, dédiées à la qualité et même à la sûreté de fonctionnement logiciel. Donc, c'est un peu plus large que uniquement le test. Il y a toute la partie sûreté, maintenabilité, donc j'en parlerai tout à l'heure si vous souhaitez. Et puis, on a monté également, alors tout ça, ce sont des formations initiales diplômantes qu'on va retrouver dans les universités pour des étudiants lambda, mais également, on va retrouver en formation continue une formation qui s'est ouverte maintenant il y a 7 ans, donc c'est pas anodin, donc ouverte aux salariés, qui s'appelle le Master 2 ITVL, Ingénierie du test et de la validation logicielle, et système d'ailleurs. Et cette formation, Master 2, elle est co-habilitée avec l'Université de Besançon, dont on a vu également son existence dans ce métier-là, et Polytech Angers. On s'est mis d'accord et on a mis en place un programme commun qui est à 75% en distance et avec un peu de présentiel. Il y a 30 jours en présentiel et cette formation se fait ce qu'on appelle en demi-vitesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, l'étudiant, le salarié va rester 2 années en formation pour qu'il continue son activité professionnelle. L'idée, évidemment, c'est qu'il continue à travailler pendant la formation, dont les cours à distance, plus très peu de cours en présentiel. Sans oublier que cette formation, ou plutôt toutes ces formations dont je vous ai parlé, aussi bien initiales que continues, donnent lieu également à des certifications, ISTQB et IREB, qui permettent de donner également une valorisation à ces formations aux personnes qui les suivent. D'accord, très bien. Mais alors, pourquoi avoir fait le choix de la formation continue pour ce master? Alors ça, c'est… Il y a 7-8 ans, on s'est posé la question justement avec Besançon en se disant, mais aujourd'hui, on répond aux jeunes diplômés, ça veut dire aux étudiants qui sortent avec cette formation au marché du travail sans aucun souci, mais on s'apercevait que le métier avait peut-être un vrai problème de maturité et que surtout, sur la partie reconversion, les formations qui étaient données, c'était des formations assez courtes. Alors, je ne sais pas dire qu'elles étaient mauvaises, loin de là, mais assez courtes, qui ne donnaient pas de diplôme. Ça veut dire que quelqu'un qui avait, par exemple, un bac+3 et qui travaillait depuis 5 ou 10 ans dans le monde du test logiciel, avait ce qu'on appelle un plafond de verre au-dessus de la tête. Ça veut dire que s'il voulait demain avoir un poste d'ingénieur, c'était assez compliqué dans beaucoup d'entreprises françaises et voire européennes qui attendent derrière un poste un diplôme. Donc, nous, on s'est dit, il n'y a pas de raison que ces personnes-là, ou des personnes en reconversion, très clairement, on a eu plusieurs qui l'ont suivi d'ailleurs, puissent ne pas avoir également le niveau qui leur permette de devenir des ingénieurs sur le métier du test et de la validation logicielle. Très bien, d'accord. Oui, donc ça permet en effet d'axer plus aussi sur la reconversion professionnelle, en effet. Tout à fait. Aujourd'hui, on va retrouver dans cette formation globalement 60% de personnes qui viennent du test et 30% qui est complètement en reconversion par rapport à ce métier-là. Et sur les 60%, sur les 60%, on va dire 70% qui viennent du monde du test, ils ont quelquefois des métiers très spécifiques. Ils n'ont qu'une petite partie du test. Là, avec cette formation, ils vont pouvoir avoir une vision beaucoup plus large et notamment passer à d'autres éléments qui sont indispensables, comme le management, comme l'organisation, comme le process, bien évidemment. Très bien. Mais alors, quels sont les points forts de ces formations universitaires? Alors, je viens de le dire, le premier et le plus important, ça reste le diplôme. Un diplôme reconnu par l'État. Ici, on a vu des licences professionnelles, on a vu des masters, master 1, master 2, on a vu des ingénieurs. Donc, ça donne bien un niveau, entre guillemets, reconnu par l'État et par les entreprises. Deuxième point, la plupart de ces formations sont très orientées métier. C'est-à-dire qu'elles sont réalisées par des professionnels essentiellement du métier. Ce ne sont pas nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, qui faisons le cours, même si on le fait un petit peu, mais nous, c'est la partie théorique. Évidemment, la partie métier et pratique, qui mieux qu'un professionnel du métier pour le faire. Donc, une majorité de formations sont, comme on dit, qualifiantes, spécialisées, avec beaucoup d'interventions de professionnels du métier. Pour vous donner une petite idée, à Polytech Angers, c'est 75% d'interventions réalisées par des professionnels du métier. Donc, vous voyez que les étudiants n'ont pas face à eux des professeurs d'université, mais ils ont face à eux des personnes qui travaillent dans le milieu. On a également l'alternance entre les stages, l'enseignement, qui fait que pendant 1 ou 2 ans, ces personnes vont pouvoir également avoir une activité appliquée qui leur permet également d'acquérir des compétences, bien évidemment. Et puis, on met toujours en place beaucoup de projets, également avec ces personnes,
qui les mettent justement dans l'application, en général des projets à plusieurs, et cette évaluation de projet se fait toujours avec des professionnels métiers. Donc, diplômantes, qualifiantes, ces formations sont reconnues par le milieu professionnel également, ça veut dire qu'on a des très fortes demandes du milieu professionnel qui également nous a changé quelquefois son fusil d'épaule parce qu'on sort bien, en général, des bacs +5 pour cette formation, enfin pour certaines formations des bacs +5 qui ont justement un niveau d'ingénieur et rapidement prennent des responsabilités assez importantes. La formation est également reconnue par les étudiants et les alumni, avec un réseau actif assez important, également encore pour Polytech Angers, c'est son école, donc je connais mieux. Aujourd'hui, c'est 450 diplômés en qualité et tests logiciels qui sont sortis et qu'on retrouve sur LinkedIn et qu'on va retrouver en France, mais pas qu'en France, puisqu'en Europe, voire aux États-Unis, on va la retrouver également par rapport à ça. Et puis enfin, on en parlait tout à l'heure également, ce sont des formations certifiantes. Ces étudiants vont avoir la possibilité de passer plusieurs certifications. Alors, à minima, c'est la partie STQB niveau fondation, testeur niveau fondation. On va avoir la possibilité également de passer l'IREB, ingénieur des exigences. Et puis, si je prends le Master ITVL qui est en formation continue, là, ils vont avoir jusqu'à 7 certifications qu'ils vont pouvoir passer avec l'automatisation de tests, avec le testeur agile, avec le modèle best testing, etc., etc. D'accord. Oui, donc qui ressortent de cette formation avec toutes les armes pour pouvoir évoluer dans ce monde. C'est l'idée. L'idée, c'est qu'on leur donne une vision complète de ce que c'est que le métier du test et de la validation, voire de la qualité logicielle. Parce que derrière ça, il y a évidemment le contrôle qualité, qu'on connaît bien, c'est le test. Il y a également l'assurance qualité, c'est toute la partie process qu'on met en place pour s'assurer justement de la qualité du processus et donc du produit quelque part. Et puis, il y a le management de la qualité, enfin, qui va toucher également le management des hommes, puisque vous savez comment que les plus gros problèmes que l'on a globalement dans les projets ne sont pas techniques, ne sont pas méthodologiques, mais sont en général humains. Comment faire pour qu'une équipe avance ensemble et dans la même direction avec un objectif commun. Ça, c'est très compliqué. Donc, ça fait partie des compétences que l'on donne à nos étudiants. D'accord. Alors, est-ce que toutes ces formations sont-elles suffisantes pour répondre aux besoins des entreprises d'ingénieurs en qualité logicielle? Absolument pas. Absolument pas. Vous avez bien vu, je vous ai identifié 3 formations. Alors, je suis un petit peu réducteur. Évidemment, on va retrouver dans toutes les formations d'informatique aujourd'hui en France, ou une grande majorité, un petit module sur la partie test logiciel qui est apparu notamment grâce à l'agilité, notamment dans le cycle DevOps, tout ce que vous voulez. On va retrouver Scrum, on va retrouver évidemment une partie de test. Mais en général, ces étudiants qui sont formés dans ces formations d'informatique ont du mal à se projeter dans le métier de la qualité et test logiciel. C'est toujours pareil, ils ont une vision quelquefois un petit peu contrôleur par rapport à créateur. Et donc, ils vont plutôt aller créer plutôt que contrôler. C'est-à-dire qu'il faut quand même vendre correctement le métier pour donner envie aux jeunes de partir sur ce métier-là, qui n'est pas forcément le plus attrayant à l'instant T. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, pour répondre à votre question, non, il n'y a pas suffisamment de formation spécialisée dessus qui permettent justement de vendre ce métier et donner envie aux jeunes d'y aller. Pour vous donner une petite idée, toujours à Polytech Angers, on reçoit plus de 120 offres de stage sans faire aucune publicité, et j'ai 20 étudiants. Et pour l'emploi, c'est 80 offres d'emploi, pour vous donner une petite idée également. Donc, ça veut dire que ces étudiants ont l'embarras du choix, ils ont un minimum 4 offres d'emploi pour choisir qui correspond le mieux, soit par rapport à la zone géographique, soit par rapport globalement aux missions. En général, c'est plutôt comme ça qu'ils vont choisir. Et donc, on voit qu'il y a vraiment un écart entre à la fois la demande du marché et puis les réalités de la main-d'œuvre disponible. Oui, d'autant que les métiers, vous voyez bien que la partie logicielle intègre aujourd'hui tous les systèmes. Votre voiture est truffée d'informatique. La moindre voiture, c'est 1 million de lignes de code. Et si vous prenez la Tesla, c'est 100 millions de lignes de code. Évidemment, la Tesla, qui est une voiture autonome, et puis un certain nombre de voitures aujourd'hui qui ont pas mal de systèmes de sécurité, impose des règles, des normes, des référentiels, des vérifications de haut niveau pour s'assurer justement qu'on ne va pas avoir des accidents. Et on en a eu. Je ne vais pas vous donner des exemples d'aéronautique et autres. On a eu plein d'accidents. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, ce métier-là est en plein essor, d'autant que l'intelligence artificielle arrive également. Et là, pour valider l'intelligence artificielle, c'est encore une autre histoire. Alors, ça va découler tout de suite sur une autre question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de formation en France autour de tous ces métiers? Alors, c'est principalement lié à deux raisons. La première, c'est que nous avons en général en France, et aussi bien dans les écoles d'ingénieurs que dans les universités,
des formations qui se veulent un petit peu académiques, qui sont un petit peu, je ne vais pas dire classiques, mais pas suffisamment transversales. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, hein. Pas suffisamment de métier en tout cas. Ça veut dire qu'on a plutôt donné des aspects théoriques à nos étudiants. Il en faut, attention, hein, il faut absolument avoir des aspects théoriques, hein, pas que du pratique, bien évidemment. Et donc, de ce fait, les métiers un petit peu transversaux, ben, il n'y a pas beaucoup de formation dessus. Deuxième chose, ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de formations informatiques hein, qui vont proposer un module sur le contrôle qualité ou test logiciel, mais ben, ces étudiants, en général, ont une vision assez réductrice du métier. Ils voient simplement le contrôle qualité. Et comme ils voient également le développement logiciel, ils ont plutôt tendance à partir sur la création plutôt que sur le contrôle. Voilà. Donc, il faut vraiment se lancer sur des formations spécifiques qui permettent, comme je disais tout à l'heure, d'aller beaucoup plus loin et surtout d'avoir une vision beaucoup plus large de ce que c'est que le test et la qualité logicielle, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, d'autant qu'on a eu également, avec l'avènement de l'agilité, un mélange des genres, puisqu'on a eu tendance à dire que les testeurs n'existaient plus, puisque le développeur pouvait le faire. Hein. Alors moi, je pense que, et ça c'est ma vision, hein, peut-être qu'elle n'est pas vraie, mais je pense qu'on ne peut pas être jugé parti. On ne peut pas développer un système et le valider. D'accord? Parce que c'est deux visions complètement différentes. Alors, on peut me dire, oui, mais ce n'est pas la même personne qui va tester par rapport à ce qui a été développé par l'un. J'entends. Mais en fait, c'est quand même deux visions complètement différentes qu'on doit avoir. Celui qui conçoit, il va concevoir la meilleure architecture possible du logiciel, alors que celui qui va contrôler, qui va vérifier, qui va tester, lui doit penser au pire des cas. Et je pense que ce n'est pas du tout la même stratégie qu'on doit avoir. Et donc, pour moi, ça ne peut pas être la même personne, en tout cas. Alors, pour vous donner quelques idées quand même, vu la demande extrêmement forte que l'on a aujourd'hui et également l'organisation de ces entreprises qui vont travailler également à l'offshoring, hein, très clairement, ou nearshoring, ben, il y a également des entités assez fortes qu'on va retrouver à Casablanca sur le test logiciel. Et d'ailleurs, le master ITVL qu'on a mis en place depuis 7 ans en France ira peut-être s'implanter, hein, c'était prévu et ça a été retardé avec la Covid, hein, bien évidemment, c'était un moment un petit peu compliqué, mais peut-être permettra également de pouvoir former dans d'autres pays francophones, hein, au Maroc, là en l'occurrence, comme ceci. On a également eu une demande récemment, hein, toujours sur la même chose, pour Madagascar. Donc Madagascar également s'intéresse, et les entreprises s'intéressent à pouvoir mettre de l'offshoring, entre guillemets, sur du testing dans ces pays à bas coût, hein, très clairement. Mais par contre, il va falloir former les personnes sur ces métiers-là. Et donc, on a également des demandes par rapport à ça. D'accord. Alors, admettons, demain, je suis jeune diplômé. Quels sont les premiers postes qui s'ouvrent à moi une fois que j'ai obtenu mon diplôme? Alors, c'est un petit peu spécifique ou un petit peu différent si vous avez suivi la formation initiale ou la formation continue. Je vais commencer par la formation continue, le Master ITVL, où là, on va avoir 80% de personnes qui sont déjà en emploi. Donc, ils vont gravir les échelles, entre guillemets, par rapport à ce qu'ils ont déjà fait, pour 60% à peu près. Et puis d'autres vont se réorienter. On a des personnes qui sont devenues responsables qualité, beaucoup plus larges que uniquement le responsable de test. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu différent. Ceux qui sortent de formation initiale, ceux qui sont dans nos écoles, hein, licence pro ou plutôt ingénieur ou master 2. Alors master 2, ingénieur, pour le premier poste, hein, je vais encore parler de ce que je connais bien, moi, à savoir de la formation d'étudiants qui sortent à Polytech Angers. On va les retrouver pour beaucoup en test automatisé, test fonctionnel. Puisqu'aujourd'hui, avec l'agilité, le test automatisé devient évidemment quelque chose d'essentiel et de très important. Beaucoup d'étudiants vont également s'intéresser à la partie métier. Et on va les retrouver en business analyst. Donc, c'est complètement différent. Avec l'ingénierie des exigences, ils vont essayer de décrire au mieux les besoins des futurs utilisateurs. On va les retrouver, c'est moins le cas aujourd'hui, mais ça a été très fort au début de la formation, sur ce qu'on appelle l'assurance qualité. Tous les référentiels comme CMMI, qui expliquaient les bons process d'organisation de production logicielle. Il y en a qui sont spécifiques au test, hein, comme TMMI ou TMAP, hein, si on est sur une autre société. Et puis, on va retrouver également, toujours en assurance qualité, la partie système d'information. Donc, ITIL et COBIT sont deux autres référentiels très connus, hein, de maturité, qui nous permettent de nous assurer, entre guillemets, qu'on va mettre en place un système d'information avec une bonne qualité. On va en trouver également beaucoup, beaucoup souhaitent partir en assistant maîtrise d'ouvrage, hein, ce qu'on appelle AMOA, de façon à travailler plutôt sur la gestion de projet. On va en retrouver un peu moins, mais dans des sociétés d'audit, hein, ce qu'on appelle l'IT Risk, par exemple. Et puis, il y a eu également beaucoup d'activités pendant un moment sur ce qu'on a appelé les RPA,
c'est toute la partie automatisation de tâches. Ce n'est pas de tests, mais de tâches qui permettent de gagner énormément de temps sur l'organisation du test, par exemple. Et enfin, à Angers, on a une petite spécificité par rapport aux autres, c'est qu'on s'intéresse également à la sûreté de fonctionnement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme un petit peu compliqué? D'ailleurs, on parle de fiabilité logicielle, on parle de disponibilité, on parle de maintenabilité et on parle de sécurité à deux niveaux, safety et security. Alors, on retrouve plutôt ces métiers-là dans l'embarqué, dans la partie transport, ferroviaire, automobile, aérospatial, mais également dans l'énergie, fortement, et de plus en plus également dans l'informatique, puisque la partie sécuritaire devient, dans beaucoup de domaines, très importante. Donc derrière, ça veut dire que ces domaines ont également des normes réglementaires, ont également des référentiels normatifs obligatoires, c'est-à-dire que votre avion, le composant logiciel, ne peut pas décoller si le composant logiciel n'a pas été validé, audité et vérifié. Et si l'audit n'est pas bon, à ce moment-là, l'avion ne peut pas voler. Alors, je ne vous parle pas des derniers problèmes d'avions qu'on a eu, notamment américains, parce que justement, là, en l'occurrence, ils s'étaient proprement audités eux-mêmes. Donc, évidemment, juge et partie, on voit ce que ça peut amener comme problème. Alors, en effet, on a un bel exemple que ça ne fonctionne pas. Alors, allez, je vais quand même poser une dernière question parce qu'elle est quand même très intéressante. C'est quelles évolutions et visions vois-tu pour les prochaines années de ces métiers et du coup des formations qui en découlent? Alors, ça reste ma vision, bien évidemment. Je pense qu'on est arrivé à un réel problème. D'ailleurs, il y a un article peut-être qui est sorti il y a quelques temps, que je vois très intéressant, qui s'appelle, alors je ne sais plus le nom, mais ça va revenir plus tard, c'est pas très grave, qui justement nous explique qu'on a un niveau de complexité aujourd'hui et criticité des logiciels qui devient ingérable. Alors, excusez-moi, ça fait peur ce que je suis en train de dire. Je vous parlais tout à l'heure des voitures à 1 million de codes, et puis la Tesla avec 100 millions de codes, et puis de plus en plus, on va se rapprocher de la Tesla, n'ayez crainte, ou ayez crainte, je ne sais pas. Le développement continu, continuous delivery, le DevOps, tout ça. Et puis, on a vu les coûts de maintenance exploser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, développer le logiciel, ça ne coûte pas très très cher. Le maintenir, ça coûte très très cher, parce qu'il va falloir corriger les bugs, bien évidemment, faire évoluer par rapport aux nouvelles fonctionnalités, au niveau système, voilà. Donc ça, c'est des coûts qui sont énormes. Si on regarde le logiciel aujourd'hui et sa vision un peu négative qu'on pourrait avoir, c'est que, il est extrêmement complexe, il y a beaucoup trop de composants, enfin beaucoup de composants élémentaires et d'interactions entre ces différentes instructions. Ça veut dire que le nombre d'étapes possibles est gigantesque. Et d'ailleurs, on a beaucoup de mal et on ne peut d'ailleurs jamais tout tester. Donc, on va faire des analyses de risque pour voir qu'est-ce qu'on va tester, qu'est-ce qu'on ne va pas tester. Donc là, on a tellement d'états possibles que c'est très... Autre problème du logiciel, c'est qu'il est extrêmement abstrait. Pensez que vous êtes en train d'écrire du texte sur un tableur, peut-être pas un tableur, mais un Word, vous êtes en train d'écrire du texte, mais c'est ça en fait le code. Sauf qu'on ne voit pas réellement à quoi il va servir. Ça veut dire que moi, quand je conçois par exemple un téléphone portable, je vois graphiquement, physiquement, ce que c'est qu'un téléphone portable. Alors, par les fonctionnalités, je vois le téléphone portable. Lorsqu'on écrit du code, on ne voit pas que l'avion va bouger. On ne le voit pas. Donc, c'est extrêmement abstrait. D'accord ? C'est un produit immatériel, dont le comportement est notamment donc, difficile à appréhender. J'ai dit tout à l'heure en constante évolution, parce que la technologie évolue constamment, et tant mieux, j'ai envie de dire. Et puis, on a quand même un niveau d'industrialisation assez faible. Ça veut dire que si je le compare à l'industrie matérielle, même si on utilise les mêmes techniques, aujourd'hui on va parler de Lean, on va parler de toutes ces techniques d'amélioration continue, il ne reste pas moins que la maturité, l'industrialisation reste beaucoup plus faible en maturité dans ce domaine. Alors voilà, la question, c'est ça le document que je voulais vous dire. Il y a un document qui s'appelle The Coming Software Apocalypse. Donc, est-ce que l'apocalypse est prévu? Alors, je vais essayer de quand même vous donner quelques pistes en vous disant oui, c'est pas l'apocalypse qui est prévu. Moi, je pense qu'il va falloir changer le niveau d'abstraction. Ça veut dire que si je regarde par exemple les spécifications, la définition des besoins, assez ambigu, c'est souvent non complet, la complexité est énorme. Et la testabilité, pas tout tester de toute façon. Donc, il y a un gros travail sur l'ingénierie des exigences. Alors, il y a eu pas mal de travaux qui ont travaillé là-dessus. On parle de spécification formelle, modèle formel. Il y a eu le langage B, qui est né il y a il y a très longtemps déjà, qui a été utilisé d'ailleurs pour la ligne Météor de la RATP, la ligne automatique, pour gérer les problématiques de code sécuritaire. Alors ça, on va retrouver plutôt dans la partie sécuritaire.
Sur l'architecture, c'est pareil, hein, on a tendance à casser les logiciels assez rapidement, donc c'est peu maintenable. Et à force de corriger, on déstructure l'architecture, et donc on a du mal à la maintenir. Donc il y a de plus en plus, sans doute, se tourner vers ce qu'on appelle des patterns, hein, des codes, des composants sur étagère, c'est la partie industrialisation. Et puis ce qu'on appelle également l'ingénierie dirigée par les modèles. Je vous donnerai d'autres exemples par la suite, hein, plus précis. Enfin, je pense que la programmation, ligne de code, hein, on a connu déjà une révolution extrêmement forte. Alors, moi, je ne l'ai pas connue, hein, entre le langage machine et, on va dire, le C, la programmation. Voilà. Je pense qu'on va devoir passer à autre chose encore pour justement diminuer, entre guillemets, cette problématique d'abstraction et de compréhension. Je pense qu'aujourd'hui, vu la taille, vu la complexité du code qu'on utilise, ça devient ingérable pour l'homme. Il y a plein d'exemples, hein, qui nous disent que de toute façon, lorsqu'un logiciel est énorme, plus de 90% du code ne sert à rien. Ça fait peur quand on entend ce qu'ils disent, mais oui, globalement, c'est un petit peu ce qu'on entend quand même. Donc, et puis, donc, il fera sans doute partir vers un langage plus haut niveau, plus proche du système et sans doute des spécifications. Ça veut dire que peut-être que demain, on décrira un logiciel à partir de ses spécifications, ce qu'on appelle les méthodes formelles d'ailleurs. Et puis, toute la partie test explosion combinatoire, si on est sur une méthode formelle et si on est au niveau des spécifications, les tests se feront au niveau des spécifications et non plus au niveau du produit, à condition évidemment d'avoir un générateur de code prouvé. D'accord ? Il y a plein de techniques, hein, pour diminuer l'explosion combinatoire. Je ne vais pas refaire le cours, hein, vous connaissez sans doute les tests pairwise, les MBT, qui nous permettent justement de mieux gérer ces choses-là. Alors, les deux voies prometteuses que je vois vraiment par rapport à tout ce que je viens de dire, alors plutôt pour les systèmes sécurisés, excusez-moi, mais beaucoup de systèmes sont sécurisés aujourd'hui. C'est bien géré par les modèles, avec les méthodes formelles, notamment spécification, basées sur la définition des exigences de façon formelle, avec génération de code. Donc, nous, on utilise, par exemple, en cours, un outil qui s'appelle Scale de l'entreprise ANSYS, qui gère ça, qui est issu de la recherche, hein, de l'INRIA, en l'occurrence. Et puis, on va retrouver également, sur l'ingénierie système, ce qu'on appelle l'ingénierie pour les modèles également, autour de ce qu'on appelle les MBSE, donc l'ingénierie système, et la partie MBSA, qui va gérer toute la partie sécuritaire. Voilà les deux voies, moi, aujourd'hui, sur lesquelles je pense que devrait évoluer l'informatique de demain par rapport justement à la vérification de ces systèmes qu'on a de plus en plus et qui sont de plus en plus sécurisés. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir partagé à la fois ton activité et puis aussi la vision, hein, de ce qui pourrait arriver dans l'avenir dans notre monde du test et de la qualité logicielle. Merci à tous d'avoir été présents également aujourd'hui. N'hésitez pas à poster les questions en commentaire. Comme d'habitude, l'idée, c'est de pouvoir créer une communauté qui soit active et surtout un lieu d'échange sur les différents sujets que nous abordons. C'était donc Alexis Todoskov de Polytech Angers sur les formations universitaires du test et de la qualité logicielle. Alexis, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt et je vous dis tous à très vite. Au revoir. Au revoir.